Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur les créatures du folklore. C'est une mini-série que j'ai commencée suite à ma vidéo sur les monstres de D&D que j'aimerais voir revenir dans une nouvelle édition. J'ai décidé de me lancer dans une mini-série qui porte sur des créatures folkloriques intéressantes à intégrer dans vos parties de jeux de rôle, et je vais y aller, dans le fond, je vais par 5 créatures par zone géographique explorée. Le but étant ici, je ne veux pas partir sur une série profonde sur l'origine et le concept du folklore, ni de son étymologie, ni des différences entre le folklore, le mythe et la légende. Le but étant simplement de partager l'imaginaire, qu'il soit fictif, réel ou accentué, provenant d'un peu partout dans le monde. Okay? Les différentes sources créatives qui permettent de s'inspirer pour nos propres histoires, nos modules, nos aventures. Je préfère le mentionner, puisque je me suis fait un brin critiqué lors de la dernière vidéo concernant mon utilisation du terme cryptozoologie. Loin de moi l'idée de ridiculiser ou de ne pas prendre au sérieux le champ d'expertise. Loin de là. Je ne suis pas un expert en la matière, alors si jamais je parle de choses sérieuses ou poussées, ne me croyez tout simplement pas. Mais sans plus attendre, on se lance ici dans la présentation de 5 créatures provenant du folklore sud-américain. Je souhaite ici proposer encore une fois, c'est mettre de l'avant des bestioles plus méconnues que, disons, le chupacabra, qui est comme un des plus reconnus, je crois. Et il existe tellement d'histoires, de légendes qui peuvent être des carburants à notre propre création. Encore une fois, le tout est présenté mécaniquement de manière neutre. Je vais tenter de représenter des créatures qui pourraient s'adapter à différents systèmes de jeu ou d'ambiance, que celle-ci soit très médiéval, fantastique ou plus moderne. Et j'y vais encore une fois très large, dans le sens que c'est sûr qu'il y aurait plein de créatures que ce serait cool que je puisse aborder, mais je dois faire des choix. Donc c'est un peu ça comme ça. Et on y va alors avec la première créature. D'ailleurs, je veux le mentionner, je m'excuse pour mon horrible accent, ça se peut que je mentionne très mal les noms. Il s'agit de El Cuero, qui est un monstre marin qui provient du Chili, qui vivrait dans le lac Lacar, dans la cordillère des Andes. El Cuero signifie peau ou le cuir, et ça ressemble vraiment à une raie. Okay, ça a des grandes nageoires pectorales, une longue queue en forme de fouet, et ses yeux sont des genres de pédoncules qui sont comme étendus sur tout le long de son corps, et il semblerait, une bouche comme extensible à la manière d'un esturgeon. Et c'est des témoins qui parlent dans le fond de El Cuero. Ils parleraient qu'il y aurait des espèces de longues griffes acérées tout autour de lui, et que la créature utiliserait en fait ces griffes-là pour s'emparer de ses proies. Ça a été suggéré que ça pourrait même être littéralement des couteaux de chasse qui auraient été pris sur ses anciennes victimes qu'elle aurait gardées sur elle. Quoique je préfère me dire que c'est plus naturel et non pas qu'elle possède plein de couteaux qu'elle transporte comme ça du bout de ses bras. Je trouve que ça fait un peu plus bizarre. Mais on dit qu'elle varie entre 2 à 5 pieds de large, pèserait environ 65 livres, et bien que El Cuero soit on va dire un parent éloigné de la raie d'eau douce, il semblerait qu'il existe des grandes différences notables entre les raies d'eau douce d'Amérique du Sud et El Cuero. El Cuero est un prédateur vorace qui a valu le nom de tigre aquatique. Le monstre surgit apparemment d'un lac comme un crocodile et submerge sa proie, qui est souvent un homme, du moins un humain. Il utilise alors sa trompe, son espèce de bouche d'esturgeon, pour percer la peau et aspirer les organes internes et le sang. Je pense que j'apprécie particulièrement El Cuero pour son aspect plus cryptique. Si j'utilise bien, encore une fois, le terme, je suis désolé si c'est pas le cas, c'est pas un fantôme, c'est pas un esprit ni une apparition magique, c'est un monstre. C'est une bête venue d'une autre époque. Je vois ça comme ça. Je vois la voix venir d'un autre moment, loin sur cette terre, alors qu'il y a des créatures qu'on ne connaissait pas. Je trouve que ça fait plus tangible, ça fait plus de présent. Ça fait, imaginez un animal qui a survécu à l'époque préhistorique, les grandes périodes glaciaires, pour finalement être concentré uniquement dans un lieu précis et qui a réussi à s'insérer quelque part dans la chaîne alimentaire en restant un prédateur hors norme, de par justement son concept. Et je voudrais l'utiliser comme dans quelque chose de plus réaliste, comme une partie de Call of Cthulhu par exemple, ou dans laquelle le corps d'une victime, sucé de ses organes vitaux, a été trouvé sur le bord d'un lac et l'enquête débute. La menace est cette créature qui est venue d'un autre âge, qui est un prédateur sournois, dangereux, qui attend le bon moment pour frapper, ou même peut-être aussi dans quelque chose de plus merveilleux, fantastique. Ça pourrait aussi s'utiliser vraiment une partie médiévale fantastique, alors que le danger pour de nombreux groupes aventuriers, c'est encore l'aspect de l'étendue d'eau, ou un endroit où les personnages n'ont pas l'avantage de la situation, des personnages de bas niveau qui n'ont pas la capacité de respirer sous l'eau ou de pouvoir se mouvoir aisément dans un plan d'eau, et alors que cette créature vit dans un lac,
eh bien, on ne s'attendrait pas nécessairement à se faire attaquer sur les rebords d'un étendue d'eau par une gigantesque raie qui englobe ses proies pour sucer leurs organes. Je l'imagine quasiment comme, tu sais, à la 5e, il y a les tapis vivants, là. Je me demande comme le même effet qu'un tapis, dans le sens qu'elle enveloppe sa créature, et que si les gens essayent de libérer la personne dedans, ben, ils risquent aussi de blesser la personne qui se fait sucer ses organes. Donc, El Cuero, le premier que je voulais vous présenter. Le numéro 2, il s'agit de Luzmala, qui proviendrait de l'Argentine. C'est pas une créature en soi, plutôt qu'un phénomène qui pourrait s'apparenter à une version plus intense des feux follets. Okay? C'est des lumières qui flottent au-dessus du sol. Les paysans qui ont vu la lumière mentionnent qu'ils ont eu peur parce qu'il s'agissait d'âmes perdues qui n'avaient pas reçu leur baptême chrétien. On voit vraiment quand même, il y a des liens à faire avec les feux follets. On dit que ceux qui osent regarder la lumière peuvent trouver des objets métalliques ou des artefacts indigènes au travers de celle-ci, mais bien sûr, regarder la lumière a des conséquences mortelles parce qu'il y aurait des gaz qui émaneraient des objets trouvés, tuant ceux qui les découvrent. Et puisque le gaz proviendrait des morts qui ont été enterrés sans respect. C'est une forme de vengeance, une réaction de cause à effet, c'est comme difficile à dire rendu là, et on dit que cette lumière fait un bruit de cri, de douleur et de terreur. Et que si on est capable de la suivre jusqu'au pied de la colline, c'est là qu'on trouverait les trésors et seulement les plus courageux pourraient éventuellement mettre la main sur le butin. Pour ceux qui croient et qui partent à la recherche, dans le fond, des fameux artefacts. La Luzmala, je trouve que c'est une légende qui peut être utilisée à de nombreuses manières et c'est pourquoi je l'apprécie quand même particulièrement. Autant dans une partie médiévale fantastique, OK? Dans quelque chose dans quelque chose de plus moderne. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je crois que ça serait possible et intéressant de l'utiliser comme prémisse, comme justement la réaction de cause à effet d'un événement. Okay? Au lieu d'être vraiment le grand vilain, dans le sens où on dit qu'elle est le résultat des corps enterrés des victimes, des personnes qui ont été tuées. Dans une partie, ou dans un contexte où, par exemple, elle est l'esprit ou même le ressenti qui a été laissé dans la forêt et qu'ils, dans le fond, ils sont plutôt les ressentis et que, contre leur gré, ce sont des agents de mort et de folie pour ceux qui les découvrent puisqu'ils émanent, en fait, de ce gaz toxique-là. Et que seule la manière de l'arrêter, cette malédiction, eh bien, c'est non seulement trouver les corps en question, mais aussi de trouver qui est à l'origine des meurtres en question. Fait qu'il y a comme un aspect qui est très humain, qui est très tangible, en plus d'avoir un contexte aussi merveilleux et étrange à résoudre. Bref, c'est une créature ou un phénomène, selon comment est-ce qu'on le voit, que tu peux pas vraiment tuer simplement de ton épée, c'est plutôt la résoudre, voire investiguer l'origine de l'événement pour tirer des conclusions et découvrir quoi faire pour y mettre un terme. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant plutôt à utiliser dans le cadre d'une partie. Le numéro 3, il s'agit de, et là je sais pas du tout si je le prononce comme du monde, de Sacamama, de l'Amazonie péruvienne. Sacamama signifierait en fait mère de la forêt. C'est un boa constrictor mythologique qui mesurerait environ 40 mètres de long et sa tête ressemblerait à celle d'un iguane avec des espèces d'écailles, des plaques de pierre. Il y aurait des arbres et des buissons, des lianes et des champignons et toutes sortes d'êtres vivants qui pousseraient sur son dos tellement qu'elle est gigantesque et de sorte qu'elle ne bouge jamais à moins d'être provoquée. Et elle n'a pas besoin en fait de bouger parce qu'elle posséderait des pouvoirs magnétiques ou hypnotiques, selon la source bien sûr, qui seraient capables d'attirer tout animal qui passerait devant elle. Et les animaux qui, dans le fond, vivent sur elle auraient également ces 10 pouvoirs-là. Puis elle peut provoquer des tempêtes, des pluies, des éclairs, provoquer de la fièvre, des maladies, et même rendre des gens assez fous si des personnes commencent à pénétrer dans son domaine. Et c'est vraiment difficile il semblerait que ça serait difficile à soigner les personnes qui tomberaient malades à cause d'elle. Les plantes qui poussent sur son dos sont uniques. C'est vraiment une canopée médicinale qui pourrait résoudre plein de problèmes si jamais on aurait la chance d'y jeter un coup d'œil. Et my God, que j'aime cette histoire-là. J'aime tellement le concept de ce monstre-là, la mère des serpents. C'est le monstre pour une aventure de niveau épique. Tu sais, l'autre vidéo d'avant, c'était l'espèce de gros truc, le poisson géant qui descendait des montagnes. Là, c'est la mère des serpents. Dans une game médiévale fantastique, là, vous avez cette créature-là, un monstre qui n'est pas nécessairement un vilain, mais plutôt comme un personnage non-joueur, un PNJ. Imaginez un gigantesque serpent qui transporte sur son dos un monde, un écosystème unique à lui, qui n'a pas besoin de bouger, alors qu'il se confond dans la forêt, qui utilise ses pouvoirs hypnotiques pour charmer ses proies. Je l'imagine même pas méchant, justement. Là. Je l'imagine protecteur. T'sais. On s'entend-tu que ça fait une rencontre assez mémorable dans une partie? Un serpent géant
qui se perd dans la forêt. Tu sais, que vous voyez seulement son extrémité et vous finissez par le perdre dans la vision de la forêt. Vous pouvez seulement apercevoir son visage et celui-ci, dans le fond, peut vous faire tomber sur votre tête la plus les éclairs si vous le contrariez. On a l'impression de parler à un dieu, là. C'est quelque chose. Et pourquoi elle s'en rend compte? Eh bien, parce que sur son dos poussent des plantes médicinales qui sont le seul remède existant d'un mal qui perdure dans le royaume, mettons, où se déroule la partie. Il faut convaincre ou tromper le serpent pour prendre ses plantes, et peut-être même que sur son dos, il y a d'autres menaces qui y vivent. C'est vraiment un gros coup de cœur, je trouve ça super inspirant comme créature à justement incorporer dans quelque chose d'un peu plus épique, dans quelque chose d'un peu plus haut niveau, là. Mon numéro 4 est le Siguanaba ou Siwanaba ou Siga ou Sega, qui est un personnage surnaturel issu du folklore d'Amérique centrale et aussi du Mexique et du Guatemala et de bien d'autres pays d'Amérique du Sud. Il prend généralement la forme d'une femme métamorphe, séduisante, qui de dos a de l'air tout à fait normal, qui attire les hommes vers elle et finalement se révèle, montrant son visage qui est un crâne, un cheval, la tête d'un cheval ou le crâne d'un cheval. Habituellement, comme je l'ai mentionné, elle va s'en prendre aux hommes infidèles ou les hommes qui se promènent tard dans la nuit. Les personnes ne vont pas mourir, ils vont plutôt devenir fous. Et souvent, de loin, la Siguanaba va imiter en fait l'apparence de la personne, de la petite amie, en fait l'amante de l'homme en question, afin de l'égarer, de l'approcher vers lui, de potentiellement aussi le faire perdre dans la forêt et dans les canyons pour qu'il vire fou et qu'il meure seul et mal aimé. Lorsqu'elle apparaît à des enfants, la Siguanaba prend l'apparence de la mère de l'enfant afin d'attirer sa victime dans ses bras. Une fois touché, l'enfant devient fou et finalement la Siguanaba entraîne sa victime dans la nature pour le laisser perdu et fou encore. Il y a comme beaucoup de fous. Selon les versions, elle peut prendre parfois une apparence encore plus horrible, presque anthropomorphique, entre un homme, une forme humaine, squelettique et cheval, qui lui permet en fait de poursuivre ses victimes pour que celles-ci ne puissent pas s'enfuir. Là, on rentre dans quelque chose d'autre. Dans la majorité des cas, justement, elle va punir les hommes infidèles, et je crois que c'est dans ce contexte-là que je trouve ça intéressant. Du fait qu'elle est un danger. Elle tue ou rend fou les hommes qui ont commis une faute grave. Et si on transpose ça dans le contexte d'une partie, imaginez, les personnages arrivent dans un village, plusieurs meurtres sont survenus avec le temps, les victimes sont tous des hommes. Ils ont tous été retrouvés fous ou morts, l'enquête avance et on découvre que le lien commun entre ces hommes, c'est qu'ils ont tous été infidèles. Et là, les joueurs vont venir à un constat particulier où ils vont se demander si la créature est réellement maléfique. Parce que souvent, et là, vous me direz dans vos commentaires si c'est le cas aussi dans votre cas, dans une partie jeu de rôle, disons médiéval fantastique classique, le concept du meurtre n'est pas vu de la même façon que dans la vie réelle. Souvent, c'est comme une action qui va être down, qui va être moins pire que d'autres choses un peu plus personnelles qui peuvent venir, on va dire, teinter peut-être aussi l'impression hors jeu. Et on s'entend, c'est possible aussi que les personnages soient mal à l'aise de poursuivre une créature qui s'en prend à des fauteurs, des gens qui ont commis justement l'infidélité. Mais si jamais c'est le cas, on pourrait tenter de découvrir qui sont les hommes infidèles alors dans le village et en suivre la tombée de la nuit pour finalement tomber sur la créature qui, de dos, ressemble à une femme, mais qui de face a le visage d'un crâne de cheval. Et cette créature possède un aura qui rend fou. Et c'est quand même vraiment fucking cool quand tu y penses comme rencontre, d'affronter ce monstre de mais aussi de comprendre son origine. Peut-être que la femme a justement été trompée et qu'elle s'est enlevée la vie de chagrin, devenant ainsi cet esprit qu'on pourrait nommer justement la Siguanaba, ou peut-être même que c'est plutôt une hag, une de ces sorcières, comme on peut voir dans D&D 5, par exemple, ou une adaptation de la hag précise qui a cet aspect un peu plus horrifique qui peut rendre les gens fous et qui va attirer les hommes vers elle, ou peut-être même les hypnotiser pour les convaincre d'agir de manière précise. Il y a quelque chose de thématiquement très fort, ou peut-être même aussi que c'est encore pire, peut-être que c'est juste une aberration, là, comme j'ai mentionné, une espèce de forme équestre, là, de genre humanoïde, chevalesque, qui va poursuivre les joueurs à une vitesse aberrante pour essayer de les mordre avec sa grosse bouche de cheval. On ne le sait jamais. Il y a des choses à faire avec ça. Je trouve que c'est super stimulant. Encore une fois, pas autant que le serpent en monde, là. Mais j'aime beaucoup la Siguanaba. Numéro 5, il s'agit de Pichcato, connu en Bolivie et au Pérou. Je préfère le dire d'avance, celui-là est assez graphique pour les gens qui sont un peu plus sensibles. C'est le légendaire voleur de graisse, le vampire suceur de graisse, connu sous de nombreux noms, qui va traquer les communautés dans les zones rurales. Dans les Andes péruviennes, on dit qu'il va errer sur les routes, il va ressembler à n'importe qui, il va porter un chapeau, il va être habillé bien banalement. Parfois, il va peut-être ressembler à un prêtre.
Et avec son long couteau, il va attaquer les voyageurs solitaires, il va les démembrer, les dévorer et aussi prendre leur graisse pour faire autre chose. Ça peut être la personne à côté de vous, à l'épicerie, ça peut être la personne qui vous prend en taxi, il peut ressembler à n'importe quoi. Et il va vous endormir en utilisant, dans le fond, ses prières ou ses poudres, des poudres faites avec des ossements humains qui vont avoir des faits en poudre et qui va vous lancer au visage. Il va utiliser son long couteau pour extraire la graisse de votre corps. Vous allez vous réveiller une fois, vous sentir faible. Vous allez tomber malade et en quelques jours, vous allez être mort. Et il va utiliser en fait la graisse de ses victimes pour différentes choses. Que ce soit pour fabriquer des médicaments, utiliser en fait pour fabriquer certaines concoctions aussi. Et en fait, c'est là que j'ai trouvé ça assez original, j'ai trouvé ça assez particulier comme créature. Et j'ai comme fait des petites recherches parce que j'étais curieux d'en savoir un peu plus. Et pour vrai, là, je dis ça sous toute réserve, je n'ai pas de formation universitaire à ce propos, mais j'ai découvert qu'il y avait quand même une longue tradition dans la région des Andes pour les communautés préhispaniques qui accordaient quand même une vraie importance à la graisse comme étant presque divine. Il y avait même une divinité du nom de Viracocha qui signifierait la mère de graisse. Et c'est vraiment considérer la chair et l'excès de la graisse corporelle comme un signe de vie, de bonne santé, de force et de beauté. Puis même que de nombreuses maladies auraient pu, dans le fond, s'expliquer par la perte de la graisse corporelle, c'est la maigreur squelettique, comme quoi c'est mal vu. Il y aurait des pratiques qui auraient été utilisées par les conquistadors pour soigner leurs blessures avec la graisse des cadavres ou la graisse de leur ennemi. Fait que Piscato a vraiment cette espèce de très ancré tout de même dans une culture assez précise et assez ciblée, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire avec ça. Vous avez peut-être déjà vu un épisode en fait de Supernatural, la série qui a duré comme 58 ans, qui a une créature qui était justement un Piscato, qui utilisait en fait une longue bouche qui ressemblait vraiment à un genre de... ça ressemblait presque à un genre de sangsue là, qui sortait de sa bouche pour aller comme sucer la graisse de ses victimes. Et je pense que c'est un peu ça que je trouve aussi très cool parce que c'est pas la première fois, c'était pas Supernatural qui a inventé, on va dire, l'idée de ce monstre avec une bouche en sangsue qui va aller chercher la graisse de ses victimes. Et il y a un aspect qui est très nébuleux. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, du Piscato. C'est comment est-ce qu'il extrait le gras qui rend la créature intéressante. Autant j'apprécie le concept d'un monstre qui utilise un tube à la manière d'un lampois qui va lui sortir de la bouche pour littéralement sucer le gras de ses victimes. Autant j'apprécie beaucoup le concept de quelqu'un de plus humanoïde, d'un mâle, sans pour autant être humain. Une personne qui a l'air banale, qui a développé des capacités surhumaines en utilisant en fait le gras de ses victimes pour des concoctions, pour acquérir des pouvoirs particuliers. Du fait qu'il peut utiliser son couteau, qui est peut-être aussi un outil antique, pour creuser dans la chair de ses proies pour en extraire le gras. Ça rend le tout vraiment graphique, ok? Je trouve que ce monstre-là a une portée qui pourrait être intéressante, autant dans le fantastique que dans le plus réaliste. Autant il y a des aspects très uncanny valley, avec le tube digestif qui sort de la bouche, là, il y a quelque chose de vraiment visuellement prenant. Là, ça me fait penser aussi un peu à The Strain de Guillermo del Toro. Autant le genre de tueur en série, froid plus calculateur, qui va utiliser une arme appropriée pour retirer le gras, peut laisser une empreinte cool, je crois, dans un one-shot. Imaginez le groupe de personnages qui tombent sur les restes creusés des différentes victimes. C'est super marquant. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à The Outsider de Stephen King. Juste l'idée de quelqu'un qui a l'air vraiment banal, que tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre. Il peut y avoir de l'air n'importe qui, mais pourtant, il y a des capacités puis il utilise des choses qui vont de-delà du concept humain et de la réalité humaine pour pouvoir mener son objectif de juste extraire la graisse de ses victimes. Je trouve ça, il y a quelque chose de vraiment marquant que j'apprécie beaucoup. Fait que c'était ça, le Piscato, numéro 5. Fait que, hey, ça conclut cette deuxième vidéo sur les créatures du folklore. On a visité le folklore sud-américain. La première vidéo, c'était sur le folklore nord-américain. Encore une fois, les Patreons, présentement, vous pouvez aller voter dès maintenant pour la créature présentée dans la vidéo. Dans le fond, je fais un vote pour les différentes créatures que j'ai présentées, les 5, et celle qui a le plus de votes sera utilisable dans une partie. On va, ma collègue Marika et moi-même, un peu la manier, la maniérer, la changer, lui donner certaines caractéristiques un peu plus neutres, qui pourraient être adaptées à différents styles de jeu, avec une petite présentation visuelle et tout ça, pour pouvoir que vous puissiez la télécharger pour les Patreons. Et ceux qui nous écoutent en vidéo, si jamais ça vous intéresse, le lien dans la description des vidéos. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais continuer assurément pour une prochaine vidéo sur une autre zone géographique à explorer, une autre folklore. Dites-moi en commentaire laquelle que vous avez préféré. Je suis quand même curieux de le savoir. S'il y en a une qui vous inspire plus qu'une autre, s'il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnées, vous auriez aimé qu'on aborde, ou s'il y en a que vous-même, vous êtes « Ah, j'ai déjà utilisé celle-ci pour une partie », eh bien, dites-moi là, je suis vraiment, vraiment curieux de le savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.